Merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve très intéressant d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous. Et pour reprendre une citation attribuée d'ailleurs à tort à Voltaire, qui disait: «Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire». Donc je crois qu'au contraire, ces échanges sont très intéressants. Cela étant, j'aurais quelques remarques et une question sur les éléments dont nous avons discuté. Je crois qu'en effet, et là je suis tout à fait d'accord avec monsieur le rapporteur, il est nécessaire pour que nous puissions avoir un débat serein et le plus objectif, si tant est que l'objectivité soit possible, de s'appuyer d'une part sur les études scientifiques et d'autre part sur les enquêtes d'opinion, étant entendu que nous ne pouvons pas légiférer qu'en fonction de l'état de l'opinion, sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais aboli la peine de mort. Donc effectivement, les sondages vont quand même dans le sens, et je fais référence notamment à celui de l'IFOP, publié par le quotidien La Croix de janvier 2017, qui, je crois, affichait un taux de 60% de Français favorables à la PMA, donc en nette progression par rapport à ce qu'il y avait, par exemple, dans les années 90. Sur la question, vous avez utilisé l'argument, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'existe pas de discrimination du fait de l'orientation sexuelle vis-à-vis des femmes homosexuelles à l'heure actuelle, puisque le CCNE l'a rappelé, il y a une situation différente, donc le traitement, la différence de traitement s'explique. Et je crois qu'on peut retenir cet argument-là pour la GPA, puisque c'est une crainte parfois que de la PMA, on arrive à la GPA du fait de cet argument de non-discrimination. Mais là encore, à partir du moment où on a une situation différente entre des femmes qui ont un utérus et des hommes qui n'en ont pas, il ne s'agit pas de discrimination, d'autoriser dans un cas la PMA et de refuser dans l'autre la GPA. Voilà. Je ferme la parenthèse. J'aurais une question très simple. Vous insistez sur l'importance d'ailleurs que vous qualifiez de récente sur le plan de l'engagement du père. Et j'aurais voulu savoir quelles sont les caractéristiques donc genrées qui sont liées à un sexe que vous pensez essentielles et que vous pensez circonscrites, enfin en tout cas intrinsèquement liées au père et donc à quelqu'un de masculin. Voilà, quelles sont ces qualités ou ces compétences qui feraient défaut dans le cas d'un couple formé de femmes. Voilà, comment et sur quoi établissez-vous cette conception. Voilà, comment pouvez-vous justifier et de ces caractéristiques et de leur nécessité dans l'éducation et l'épanouissement d'un enfant? Sondage qui est paru en effet dans La Croix en janvier 2018 et qui parlait de 60% de personnes favorables à la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, au mois de janvier également, un autre sondage IFOP est paru et à l'époque il disait que 64% des Français considèrent que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Et cette même question a été reposée par l'IFOP il y a quelques jours et on est aujourd'hui à 82%. Que signifie, et c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre l'ensemble des sondages, que signifie ce paradoxe apparent? Eh bien, tout simplement que quand on nous demande spontanément, comme ça, est-ce que vous êtes favorable à un nouveau droit, tout le monde, bien sûr, dit oui très volontiers. Mais quand on est plus concret, quand on évoque l'enfant, qui est tout de même le premier concerné par la PMA, eh bien, effectivement, à ce moment-là, tout simplement, les personnes sondées réalisent l'implication et alors là, leurs réponses sont différentes pour une partie. Et en plus, en tout cas, elles évoluent très très nettement, sans doute en raison des débats, elles évoluent très très nettement en faveur de l'idée que l'enfant né par PMA a donc le droit d'avoir un père et une mère. En ce qui concerne l'engrenage PMA-GPA, vous disiez, s'il y a la PMA dite pour toutes, il n'y aura pas la GPA. Eh bien, plusieurs choses à ce sujet. Le domino est tout simplement à constater, et M. Hetzel l'évoquait aussi, eh bien, quand il y a eu, et je repars en arrière, et ce n'est pas une prise de position, ce sont des faits, il y a eu le débat sur le Pacs, on a dit le Pacs mais pas le mariage. Puis il y a eu le débat sur le mariage, on a dit le mariage mais pas la PMA.
Puis il y a le débat sur la PMA et on dit la PMA mais pas la GPA. Et demain, je vous le dis tout de suite, on dira il y a la GPA mais pas la GPA commerciale, etc. C'est un fait. Et aujourd'hui, si nous sommes capables de nier que les enfants ont besoin d'un père, alors demain, on niera que la GPA est une exploitation de la femme. C'est pas plus compliqué que cela, hélas. Et c'est bien pour cette raison-là que nous devons nous en tenir au motif médical pour ce qui est de l'assistance médicale à la procréation. J'ai montré tout à l'heure que la PMA sans père, donc aussi la PMA post-mortem, etc., si la médecine sort de sa finalité, elle devient une prestation de service pour nos désirs individuels, lesquels désirs sont illimités et d'ailleurs le plus souvent compréhensibles. Et dans ce cas-là, on ne saura pas s'arrêter. Sur la caractéristique genrée du père, alors une question très intéressante et je vous en remercie, que je n'ai pas pu développer tout à l'heure. J'aurais envie d'abord de vous renvoyer la balle et de vous dire, mais montrez-moi que père et mère sont identiques et interchangeables. En fait, si on pose la question à l'envers, on voit qu'on est bien moins, qu'on ne peut pas y répondre parce que, effectivement, père et mère sont différents. Alors, si on essaye de caractériser, c'est très difficile, bien sûr, parce que l'humain, chacun d'entre nous est unique et que quand on donne des généralités, on a vite fait de tomber dans le stéréotype. Je voudrais simplement alors donner un exemple, enfin 2 choses. D'abord, quand une personne est victime de harcèlement sexuel ou victime d'attouchement sexuel, vous voyez bien que les personnes concernées disent et se sentent atteintes dans leur intégrité. Elles disent combien c'est grave. Je donne ce point pour dire que le sexe est bien une dimension fondamentale de notre être. Et donc, en effet, on est bien dans l'être, on n'est pas dans le faire ou dans l'avoir. La question de l'identité sexuelle, elle est constitutive de notre être. C'est ce qui rend aussi difficile, d'ailleurs, de définir père et mère. Mais je voudrais vous donner un exemple très concret, et beaucoup s'y retrouveront, bien sûr pas tous, mais beaucoup. Un enfant qui joue, ou plutôt une mère qui joue avec son enfant, le plus souvent, ce qui lui fait un immense plaisir, et là où elle s'amuse beaucoup, c'est qu'elle le fait jouer, mais elle joue à le faire gagner. Un père qui joue avec son enfant, souvent, pas toujours, mais souvent, il joue avec son enfant, et lui, ce qui lui fait plaisir, c'est dans le jeu, lui, il joue vraiment, il veut, le père, il veut gagner. Donc, il y a d'un côté la sécurité, dans le contexte du jeu que je décris, et de l'autre, le challenge, qui est aussi l'apprentissage de la vie. L'enfant, il a besoin d'un amour inconditionnel, et il doit aussi apprendre la vie. Et cet exemple-là peut illustrer ce qui, pas toujours encore une fois, mais souvent fait cette différence profonde dans l'être père et l'être mère. Par ailleurs, je voudrais prendre un autre point. La mère attend l'enfant. Après la naissance de l'enfant, elle le porte en elle pendant 9 mois, elle le met au monde et nous savons bien qu'il y a comme une fusion toute naturelle et logique entre la mère et l'enfant. Nous savons que le nourrisson ne sait pas qu'il se distingue de sa mère. Il y a donc une fusion. Il peut y avoir précisément une tentation de toute puissance de la mère et elle a besoin d'un tiers légitime puisqu'il est lui aussi le parent de l'enfant, donc le père. Il y a cette entrée dans le duo par le père, qui est à la fois extérieur mais légitime, et le duo devient un trio. Et le père, incontestablement, ouvre à l'extérieur. Et vous allez me dire, oui, mais ça pourrait être une autre personne. Si ce n'est que la mère, d'abord dans une relation amoureuse avec le père, reconnaît l'importance de son conjoint, et elle reconnaît aussi la légitimité du père comme père de l'enfant. C'est donc bien particulier. Et d'ailleurs, si vous pensez à 2 mamans autour d'un berceau, 2 mères autour d'un berceau, 2 mamans pour un enfant, c'est pas forcément si simple. Intérieurement, pour les femmes, on peut éventuellement les mettre en risque. L'une se sachant la mère qui a porté et donné la vie, et l'autre, intérieurement, sachant qu'elle n'a pas porté et donné la vie, ça peut être une difficulté. Et je vous renverrai un article de Slate qui traite de cette difficulté potentielle. Je vous invite à conclure. Oui, alors je vais conclure à propos de l'intérêt supérieur de